Pablo Picasso se rend pour la première fois à Paris en 1900. En effet, l'une de ses œuvres a été sélectionnée et est présentée dans le pavillon espagnol à l'occasion de l'exposition universelle de 1900. Il va ensuite faire quelques allers-retours entre son pays natal, l'Espagne, et puis Paris. Ce n'est qu'en 1906 qu'il s'installe définitivement. Il emménage dans l'un des ateliers du bateau Lavoir avec sa compagne Fernande Olivier. Le bateau Lavoir, tout le monde a une idée des représentations qui en sont données. Il faut préciser que c'est un joyeux taudis. Une trentaine d'ateliers dans un immeuble fait de briques et de broc, construit essentiellement en bois. Il n'y a ni l'électricité, ni le gaz, et il n'y a, imaginez, qu'un seul point d'eau. Et en septembre 1909, les déménageurs sont stupéfaits. En effet, ils déménagent le bric-à-brac de l'atelier de Pablo Picasso qui se trouve au bateau Lavoir au 11 boulevard de Clichy. Je dis que les déménageurs n'en reviennent pas parce qu'ils passent donc de ce taudis brillant, mais ils déménagent donc la famille Picasso, Pablo et Fernande Olivier, avec laquelle il est toujours en couple, au 11 boulevard de Clichy, qui est un immeuble bourgeois. C'est d'ailleurs un immeuble qui est occupé et qui est la propriété d'un ancien ministre des Affaires étrangères. Celui-ci a fait aménager l'immeuble. Il y a évidemment l'eau, l'électricité à tous les étages, et les Picasso emménagent dans un appartement contigu du nouvel atelier de Pablo Picasso, avec désormais même une bonne. On retrouve dans l'atelier de Pablo Picasso, dont on voit de nombreuses images, le bric-à-brac qui était le sien, des objets de bain de loterie, un certain nombre de choses qu'il va récolter lorsqu'il fait les puces, et puis aussi une collection non négligeable d'œuvres d'art africains. À l'été 1911, les Picasso se rendent pour la première fois, ils vont y retourner 4 ans de suite, à Céret, dans les Pyrénées-Orientales, une petite ville à proximité immédiate de l'Espagne, où Pablo Picasso retrouve des amis compatriotes et par la suite vont y venir ses autres amis parisiens et notamment, bien sûr, Braque, avec lequel il mène depuis déjà quelques années les recherches liées au cubisme. Et donc, à l'été 1911, tout se passe bien pour les Picasso à Céret. Mais voilà, un événement va survenir. Le 21 août 1911 se produit au Louvre le vol de la Joconde. L'un des artistes qui est autorisé à reproduire les œuvres du musée du Louvre se rend en effet de bon matin au musée et quelle n'est pas sa surprise en arrivant dans le salon carré de découvrir la Joconde. Alors, ce n'est pas encore le chef-d'œuvre, du moins le chef-d'œuvre reconnu universellement qu'il est maintenant, ce n'est pas la star telle qu'elle est actuellement présentée au Louvre, elle est présentée au milieu d'autres œuvres. Le peintre s'inquiète auprès du gardien pour savoir où donc est l'œuvre. Le gardien n'a pas l'air très inquiet, il lui dit qu'elle est certainement au laboratoire pour être prise en photographie. Donc on s'enquiert de savoir où est l'œuvre et finalement, au bout de quelques recherches, on constate qu'on ne sait pas où se trouve l'œuvre. On déclenche l'alerte, on invite évidemment la police à venir en renfort. Près de 70 fonctionnaires viennent sur place, ils fouillent le musée de fond en comble et finalement on trouve dans un couloir qui mène à l'extérieur du musée eh bien, le cadre et la vitre de l'œuvre. Mais l'œuvre, évidemment, a disparu. Le vol de la Joconde, ma foi, pas de quoi inquiéter les Picasso. Mais un nouvel élément survient. Le 29 août 1911, alors que Paris Journal a offert une récompense à qui pourrait donner des informations afin de retrouver la Joconde, eh bien, paraît un article qui explique qu'un personnage, Géry Pierret, avoue non pas le vol de la Joconde, mais le vol de statuettes dites ibériques. Lorsque la nouvelle parvient à Pablo Picasso, eh bien, il est extrêmement inquiet. En effet, des statuettes ibériques, il en possède 2, qui sont d'ailleurs encore visibles aujourd'hui sur certaines prises de vue de l'atelier de Pablo Picasso, tel qu'il était au bateau Lavoir et tel qu'il était ensuite
au 11 boulevard de Clichy. Il s'est lié d'amitié, Guillaume Apollinaire, dans les années 1905-1906, avec Géry Pierret. Il travaille dans le même établissement financier et il est fasciné par ce personnage fantasque, fantaisiste. Seulement, il y a un problème. Géry Pierret est quelqu'un qui aime bien jouer, c'est un flambeur, et ma foi, il prend quelques libertés avec certaines règles, et il va même jusqu'à donc commettre certains larcins. Il est même renvoyé de l'établissement financier dans lequel il est, et à l'époque, Guillaume Apollinaire le sait parfaitement. Il est parfaitement au courant des agissements de Géry Pierret. Il le pardonne, et même quelques années après, il va en faire un baron, un personnage de l'une de ses nouvelles. Et il expliquera d'ailleurs, lorsqu'il sera entendu par la justice, que c'était effectivement de notoriété que ce personnage était un voleur. Mais justement, le voir au plus près, l'observer, était quelque chose qui lui permettait d'alimenter sa créativité. En 1906, Guillaume Apollinaire a servi d'intermédiaire entre Géry Pierret, qui est un temps d'ailleurs son secrétaire, et Pablo Picasso pour vendre, pour une modique somme, 2 statuettes ibériques. Les mêmes statuettes que celles que Géry Pierret vient de rendre par l'intermédiaire de Paris Journal au musée du Louvre. Voilà donc Pablo Picasso et Fernand d'Olivier qui, toutes affaires cessantes, quittent leur résidence de Céret pour Paris. Ils arrivent à la gare, et qui les attend à la gare? Guillaume Apollinaire. C'est Fernand d'Olivier qui raconte dans ses mémoires ces passages, et elle nous raconte, nous dit et nous décrit Pablo Picasso et Guillaume Apollinaire comme des enfants contrits. Ils sont paniqués, ils imaginent le pire, ils sont tous les deux étrangers, ils pensent déjà qu'ils vont soit être poursuivis et condamnés, soit, pire encore, peut-être être expulsés. Et ce serait vraiment une catastrophe, notamment pour Pablo Picasso, qui est bien implanté dans maintenant le milieu des galeries d'art parisiennes. Et donc, ils rentrent au 11 boulevard de Clichy tous les trois et réfléchissent à que faire de ces statuettes, de ces 2 statuettes qui sont bien encombrantes, et ils pensent bien qu'il faudra peu de temps à la police pour, après avoir identifié Géry Pierret, remonter jusqu'à Guillaume Apollinaire et donc jusqu'à Pablo Picasso, et si une perquisition intervient, ils vont découvrir ces statuettes. Ils ont une idée. Dans la nuit, enfin dans la soirée, ils décident de placer les 2 statuettes dans une valise et de se rendre jusqu'au bord de Seine et hop, de jeter la valise dans la Seine. Fernand d'Olivier les aide, ils préparent la valise en question, ils sortent et ils errent pendant 2 heures dans Paris. Mais ils ont l'impression d'être suivis, ils sont quelque peu inquiets. Et puis surtout, ils ne se résolvent pas à l'idée de se débarrasser de cette manière de ces œuvres d'art. Et donc ils reviennent. Quand Fernand d'Olivier ouvre la porte, leur pose la question, c'est fait? Non. Et ils sont abattus, ils n'ont pas encore réussi à se débarrasser de ces œuvres. Finalement, ils décident de faire un peu comme Géry Pierret. Non pas contre Ronson, mais de manière libre, remettre les 2 statuettes au journal. Et de cette manière, le journal pourra les rendre au musée du Louvre, de manière anonyme. De bon matin, ils vont donc à la gare de l'Est, ils déposent les œuvres à la consigne, ils vont au journal, ils expliquent ça au rédacteur en chef, qu'ils connaissent bien, puisque c'est un de leurs amis, et ainsi, les statuettes sont rendues au musée du Louvre, et Paris Journal fait une 2e bonne opération, puisque la première fois, certes, il avait payé un peu, cette fois-ci, c'est une nouvelle aubaine pour le journal qui peut se permettre donc d'augmenter considérablement son tirage et d'être lu comme une presse à scandale telle qu'on pourrait la définir aujourd'hui. Malheureusement, pour Guillaume et Pablo, l'affaire ne s'arrête pas là. Le 7 septembre 1911, en début de soirée, 2 policiers se présentent au domicile de Guillaume Apollinaire et opèrent une perquisition. Évidemment, ils ne trouvent rien, mais ils ont suffisamment de suspicions pour le conduire auprès du juge
qui est en charge du vol de la Joconde, de l'instruction du vol de la Joconde, car entre-temps, le directeur du musée du Louvre a démissionné, mais c'est un grand scandale. Et donc Guillaume Apollinaire est conduit devant ce juge d'instruction qui finalement va l'inculper et le mettre en prison pour complicité de vol. Au départ, le juge est bien content aussi enfin de mettre la main sur un suspect potentiel et surtout de pouvoir évoquer une machination, en tout cas ourdie par une bande internationale à laquelle appartiendrait donc Guillaume Apollinaire, mais aussi Géry Pierret qui, lui, est belge. Guillaume Apollinaire sera emprisonné durant 5 jours à la prison de la Santé. Le 9 septembre 1911, au matin, un coup de sonnette retentit au 11 boulevard de Clichy, chez Pablo Picasso. Il craignait cela. Depuis quelques jours déjà, il se terrait chez lui. Là, forcé d'ouvrir, il se retrouve face à un officier de police qui lui signifie qu'il doit le suivre. Pablo Picasso, c'est toujours Fernand d'Olivier qui nous le raconte, il est en pyjama et il est tellement hébété, ahuri, peureux, qu'il faut l'aider à s'habiller pour qu'il puisse finalement gagner ensuite en omnibus le palais de justice. Il est convoqué devant le juge en charge de l'instruction du vol de la Joconde. Quelques heures après, Guillaume Apollinaire est entendu par le juge d'instruction. À nouveau, lui sont posées des questions sur ses relations avec Géry Pierret. Il a d'abord nié, et puis là, il est entré dans les détails et explique toute l'affaire. Quand le juge décide de procéder à la confrontation entre Guillaume Apollinaire et Pablo Picasso. La presse qui est présente à l'extérieur du palais de justice n'a pas vu arriver Pablo Picasso. On estime qu'il a peut-être bénéficié de faveurs et qu'il a pu entrer par une porte dérobée. Quoi qu'il en soit, il est confronté à Guillaume Apollinaire dans le bureau du juge et lorsque le juge lui pose la question « Monsieur Picasso, connaissez-vous cet homme ?» Pablo Picasso répond « Non, je ne le connais pas ». Imaginez la tête de son ami Guillaume Apollinaire qui est à côté de lui. Il est atterré, il est effondré du comportement de Pablo Picasso, qui finalement, après un certain nombre de questions du juge, va admettre la réalité. Mais c'est une trahison pour cette amitié qui s'est nouée quelques années auparavant. En effet, Guillaume Apollinaire est l'un de ceux qui, les premiers parmi les intellectuels et les poètes, a pris position pour défendre l'œuvre de Picasso, et notamment la grande œuvre, le chef-d'œuvre que l'on connaît bien aujourd'hui, Les Demoiselles d'Avignon, que Pablo Picasso réalise d'ailleurs, si on regarde, nous dit-il, le détail d'une des oreilles d'un des personnages des Demoiselles d'Avignon, eh bien on reconnaît quoi? Eh bien l'oreille d'une des statuettes ibériques que Pablo Picasso détenait. À l'issue de la confrontation, Pablo Picasso repart libre, Guillaume Apollinaire retourne en prison et c'est dans cette prison d'ailleurs qu'il compose plusieurs quatrains d'un poème qu'il publiera par la suite, À la santé. Guillaume Apollinaire est relâché le 12 septembre 1911 mais il est toujours inculpé. Et le procès n'interviendra qu'un an après, en janvier 1912, et ce n'est qu'à cette date-là qu'il sera complètement blanchi de cette affaire et qu'on reconnaîtra que finalement il n'a joué aucun rôle malicieux.